Bonsoir. Hop là. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Audrey. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. La chaleur humaine réchauffe déjà notre cœur. C'est ça. Alors Stéphane, je vais t'accompagner quelques minutes pour que tu puisses nous offrir la richesse de ton parcours. Et déjà, on aimerait en savoir un peu plus sur d'où tu viens. Comment es-tu devenu ce Stéphane Robin qu'on connaît aujourd'hui? Moi, je viens d'Orion, donc c'était un voyage assez long. Je t'avais dit que je la ferais. Comme vous, je suis une conscience qui vit dans ce corps et qui expérimente sa vie terrestre en 2023, 2022 plutôt, bientôt 2023. On y est déjà. Et donc, dans ce corps, Stéphane Robin. Voilà, donc je suis coach et conférencier. J'ai commencé par le basket il y a un certain nombre d'années, puisque j'avais 19 ans. C'était il y a 30 ans. Et c'est le basket qui m'a conduit ici, en fait. Parce que dès lors que j'ai mis les pieds sur un terrain de basket à gérer un groupe de personnes, puisque j'étais entraîneur, le mot transmettre est apparu devant moi, en fait. Mais vraiment, en toutes lettres. Je ne savais pas pourquoi. Je trouvais ça assez étrange, mais sympa en même temps. C'est comme si j'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et ça ne m'a pas suivi. Ça m'a pas quitté. Ça m'a suivi depuis. Donc depuis 1992. Voilà, tadam, depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. Et je ne fais que ça et j'adore ça. Merci. Quelles sont les connexions, quels sont les enseignements qui aujourd'hui te donnent l'autorisation de transmettre cette... Non mais c'est vrai, cette prise de conscience sur la résonance du cœur? Déjà, l'autorisation, je me la suis procurée moi-même. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui va te la donner. Il faut la prendre déjà, soi. Donc je me suis autorisé à le faire parce que j'ai vécu des expériences comme vous peut-être, spirituelles, un peu incompréhensibles, parfois très agréables, parfois très désagréables. Et puis un jour, la science est arrivée et elle a expliqué, elle a pu me donner du sens, en tout cas à moi, sur ce que j'avais vécu. Donc je me suis dit, mais il faut que j'en parle, ça doit savoir tout ça. On ne va pas garder ça pour soi. Donc c'est ce qui m'a emmené progressivement à être là aujourd'hui et à faire que ça de ma vie, en fait. Voilà. À accompagner, à créer des ateliers, des retraites, à parler de la résonance du cœur, mais aussi de la glande pinéale, des centres énergétiques, mais toujours sous le prisme des neurosciences, sous le prisme aussi de l'épigénétique, de la physique quantique. Loin de moi l'idée de tout savoir. D'ailleurs, tout ce que je vais vous conter ce soir, c'est basé sur mon niveau d'ignorance actuel. Ça ne fait qu'évoluer constamment. Donc on a encore plein de choses à apprendre et à partager. Des noms, bien sûr, le mien, déjà, pour commencer. Bien sûr, Greg Braden, l'Institut HeartMath, le docteur Joe Dispenza, j'en passe, et des meilleurs. Il y en a plein, mais c'est vrai que ceux-là, on a mis un peu le focus là sur les 10 dernières années, parce que c'est assez phénoménal ce qu'ils arrivent à nous transmettre. Alors, Pascal disait que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Également, Antoine de Saint-Exupéry, par La Voix du Petit Prince, nous a dit que on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, on est vraiment tout oui et on te remercie de partager avec nous les secrets que recèle cet endroit, cette zone si facilement atteignable et pourtant parfois... aussi difficile à connecter. Voilà, donc merci infiniment Stéphane. Notre énergie te porte et sens-toi magnifiquement inspiré. Il y a beaucoup d'amour dans cette salle. Comme d'habitude. Merci. Bien, la résonance du cœur. Qui est féru d'orthographe ici? Qui a remarqué qu'il y avait une belle faute d'orthographe? Levez la main, que je vois un peu. Ok, il y en a qui n'ont rien vu, cool. Résonance du cœur. En fait, ce terme résonance, il est venu à un moment où tout ça était en train d'émerger. Et je me suis dit, et si la raison entrait en résonance avec le cœur? Donc j'ai contracté les deux mots, voilà, résonance avec un seul N, pour la raison et la résonance. Voilà. Et puis, depuis, je ne peux plus l'écrire autrement. Donc désolé pour la faute d'orthographe, mais c'était volontaire. Voilà. Alors je vais commencer avec Nicole Dron. Est-ce que vous connaissez Nicole Dron ou pas? Vous ne connaissez pas, ok. Cette femme, qui est une amie, a vécu une expérience de mort imminente en 1965. Ça a été la première à en parler en France et en francophonie. Et j'aime bien commencer avec ces deux phrases, et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi elles sont là. En fait, à l'âge de 11 ans, elle a perdu son petit frère, dont elle s'occupait tout le temps.
Et à l'époque, la première chose, ou les premières personnes qu'on allait voir, c'était le prêtre. Donc elle allait se confier au prêtre de sa tristesse d'avoir perdu son petit frère. Et elle lui a dit, moi, mon rêve, ça serait de revoir mon petit frère un jour. Et à l'âge de 25 ans, 1965, elle meurt sur la table d'opération et elle vit son expérience. Et deux choses lui sont apparues. D'abord, son petit frère. Donc elle a créé sa réalité d'une certaine manière. Et puis il y a une présence, on l'explique comme on veut, mais il y avait une présence en tout cas qui était là et qui lui a dit « Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour le monde ?» Et en fait, à partir de cet âge-là, jusqu'à aujourd'hui encore, elle a 84 ans, eh bien, elle continue de répondre à ces questions. Alors moi, j'avais envie de mettre « Comment t'es-tu aimé ?» Parce que je pense c'est une vraie question, comment t'es-tu aimé? Parce que ça va être la manière aussi dont on va aimer les autres. Et qu'as-tu fait pour le monde? Donc ça, c'était un petit clin d'œil à mon amie Nicole. Voilà. Alors, qui dans cette salle a déjà eu ce genre de conseil? Écoute ton cœur, suis la voix du cœur, ton cœur sait. Qui a déjà eu ce genre de... Allez-y, levez la main, moi. Presque tout le monde. Ok. Ouais, ok, super, mais on fait comment? C'est ça aussi la question. Et d'ailleurs, c'est dommage d'avoir ce type de conférence, je trouve, même si c'est très bien, je suis très content d'être là, mais d'en arriver à se déconnecter totalement de ce qui est probablement la source d'énergie la plus puissante de notre existence terrestre. Ça montre qu'à un moment donné, il y a une scission et on va y venir. Donc déjà, est-ce que vous accordez de l'attention à votre cœur? Qui dans cette salle, dans la journée, à un moment donné, cherche à se relier à lui porter de l'attention? Or, du fait qu'il a un problème d'arythmie ou une pathologie quelconque, qui prend le temps de se relier à lui? Ouais, il y a déjà moins de mains qui se lèvent. Là où vous mettez votre focus, là où on met notre concentration, là où on place notre attention, on met la lumière de notre conscience dessus. Et on lui donne vie. Par exemple, si je vous demande de, là maintenant, mettez votre attention sur votre petit orteil droit. Est-ce qu'il existe pour vous? Oui ou non? Ouais, il y a 2 secondes, il n'existait pas pour vous. Donc c'est bien parce que vous avez mis la lumière de votre conscience dessus qu'il a existé. Vous y avez mis de l'énergie. Eh bien en fait, le cœur c'est pareil. Donc on va faire un petit test. Déjà, est-ce que vous entendez votre cœur battre? Là comme ça, sans mettre la main sur le pouls ni quoi que ce soit. Ouais. Donc on va faire une petite expérience, parce que ça commence par là. Mettez vos pieds au sol, décroisez vos jambes si vous voulez, et juste sans utiliser vos mains, juste fermez les yeux si vous le voulez, et posez-vous la question, est-ce que vous ressentez vos battements cardiaques? Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous sentez la vibration? Dong-dong, dong-dong. Qui arrive à entendre les battements de son cœur, à les ressentir? Levez la main, sans toucher. Ok, est-ce que vous savez où il est placé? Légèrement à gauche. Hein. Maintenant, vous pouvez toucher vos zones où le cœur bat. Fermez les yeux. Et peut-être déjà, rien qu'en plaçant la main sur le cœur, il peut se passer des choses. Vous pouvez sentir quelque chose. Une fréquence, une vibration, une énergie. Et peut-être que vous sentez là les battements de votre cœur. Qui les sent en les touchant? Qui ne le sent pas du tout? Est-ce qu'il y en a qui ne le sentent pas? Yes. Ok, donc il va peut-être falloir placer un peu plus d'attention avec lui. Ça paraît rien, mais en fait c'est énorme. Là où on place notre attention, on place notre énergie. Ça, c'est un IRM du cœur. Et ça, c'est des questions que je me suis posées. Est-ce que c'est vraiment une pompe? Il y a des scientifiques qui démontrent aujourd'hui que c'est peut-être pas le cas. D'où vient le premier battement cardiaque? Ça, c'était une question qui était fondamentale pour moi. Pourquoi est-il présent dans toutes les traditions et religions depuis 6000 ans? On parle de lui. Pourquoi cette conférence existe-t-elle? Grosso modo, pourquoi on s'est déconnecté de ce lien? Et surtout, comment on fait? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on croit savoir du cœur? La première chose, c'est que c'est le premier organe. Vous le saviez ça, que c'est le premier organe à être conçu au niveau embryonnaire et fœtal. Okay, donc ça ne peut pas être déjà le cerveau qui contrôle le cœur, puisqu'il n'existait pas quand le cœur est apparu. C'est le premier.
Okay, et à 21 jours, premier battement cardiaque. Vous allez le voir après. Il est censé, j'ai bien mis censé, pomper 6 à 7 litres de sang par minute. Vous pouvez lire si vous voulez. Hein. Le cœur, il bat en moyenne entre 60 et 80 pulsations minute. Le fœtus, il va jusqu'à 180 BPM. La taille normale du cœur, c'est à peu près 12 cm. Ça, c'est pour les généralités. Et son poids varie entre 250 et 300 grammes. Et puis, il y a toute l'idée que l'on se fait du cœur. La manière dont on va aimer ou ne plus aimer, fermer son cœur un peu comme une porte qu'on ouvre et qu'on ferme. Combien ici se sont dit à un moment donné, bah, c'est bon, j'arrête, je ferme tout. Levez la main. Ah, l'illusion. C'est une illusion. Si vous fermez votre cœur, vous mourrez instantanément. Il est toujours ouvert en vérité. C'est l'illusion de la fermeture. Et je vais vous le démontrer en partie. Donc depuis 6000 ans, la vraie question c'est, est-ce qu'on parle du cœur ou du cerveau? Est-ce qu'on parle du cœur ou du cerveau? Du cerveau? Les deux? Ah ouais. Moi, dans les traditions que j'ai pu étudier un petit peu, on ne parle pas du cerveau. On parle du cœur. Mais c'est vrai qu'on va parler de la glande pinéale, par exemple, qui a un lien très particulier avec le cœur, puisque à l'état fœtal, il y a le cœur, le nerf vague et la glande pinéale. C'est les seuls, à ce moment-là, qui vivent ensemble. Alors pourquoi on croit qu'on a perdu le lien? Et avant ça, qu'est-ce qu'il représente pour les différentes traditions? Donc déjà, l'étymologie du mot, ça vient du sanskrit ker, okay, et du latin cor. Il y a des Bretons parmi nous? Yes. C'est bizarre, c'était en mitouflé normalement en Bretagne, on résiste au froid. On voit ker partout hein, en Bretagne. Qu'est-ce que ça veut dire ker? Maison, intérieur. Et ça peut peut-être vous aider à réfléchir sur le fait de tout vient de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on doit changer quelque chose, on change de l'intérieur vers l'extérieur. On a même la position de nos mains. Genre, on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Moi, j'ai fait ça. Et direct, on met la main sur le cœur. Ou vous voyez quelque chose de super émouvant, c'est « Ah, mon Dieu !» On met directement la main sur le cœur. Par contre, quand on a fait une connerie, c'est « Putain, je suis trop con !» Donc déjà, subconsciemment, on a plutôt tendance à nous relier au cœur. En alchimie, on dit que, vous connaissez les alchimistes, un peu le langue des oiseaux, ça vous parle? Donc en alchimie, par exemple, le cœur, c'est le lion. Si c'est le lion, c'est le soleil. Et le soleil, on dit que c'est le seul œil du cœur, par exemple. Le C représente la moitié du O, et le C, c'est le corps physique. Le O, c'est l'eau, mais c'est aussi l'union du corps physique et de l'esprit. Le O et le E, puisqu'il y a un E aussi, et le E, c'est l'aspect tridimensionnel. D'accord? C'est l'unicité des trois, corps, âme, esprit. Le U, c'est l'outre, c'est la gourde, c'est le contenant. Et le R, c'est l'air. Ça, c'est en langage des oiseaux. Et vous avez plein de terminologies, Anahata, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de ce nom-là, en sanskrit, Anahata, le cœur. Le Chinchen, en taoïsme, le Kokoro en japonais, Hridaya aussi, en vieux sanskrit, puis vous l'avez en différentes langues. Il est toujours présent. Par exemple, dans la Bible, on le verra, il est noté là, 830 fois dans la Bible, il est noté ce nom. Dans le Coran, 132 fois. Il est tout le temps présent. On parle aussi du point zéro, on parle aussi de l'œil du cœur, on le détermine aussi comme étant le siège de l'âme. Vous avez déjà entendu parler de ça, du siège de l'âme? C'est l'endroit aussi qui unifie les polarités. C'est le lieu de création, et on va voir pourquoi. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça vous va? On continue? Ok. Alors, pourquoi semble-t-il que nous ayons perdu ce lien? Déjà, on peut remercier René Descartes, puisque d'abord c'est lui qui a dit que le cœur était une pompe, alors à partir du moment où il l'a dit, tout le monde a suivi. Et puis, il y a un moment donné, il y a eu la révolution scientifique. Ça vous parle, la révolution scientifique? Où on a dit, tout ce qu'on comprend, tout ce qui est mécanique, physique, on le donne à la science. Le reste, ça sera pour la religion. Pourtant, le monde celte, chez les taoïstes, chez les bouddhistes, chez les hopis, chez les dogons,
chez les Amérindiens de manière générale, le cœur était toujours présent. Et dans notre civilisation, dans la civilisation celte, il était présent aussi. Mais on s'en est coupé il y a environ 500 ans. Donc, la question, et vous avez mis je vous ai mis en dessous une phrase, parce que nous sommes toutes et tous drogués. Donc là, nous sommes dans une réunion de drogués anonymes. Et là, vous allez me dire, mais de quoi je suis drogué? En fait, on est drogué au stress chronique. Okay, donc je vais faire une petite aparté sur le stress parce que ça me semble hyper important de comprendre ça. Et pourquoi on focalise beaucoup sur la matière. Donc imaginez-vous, vous êtes en train de vous promener dans les Pyrénées, vous faites une randonnée. Okay, et là, en face de vous, il y a une meute de loups qui arrive et ça fait 15 jours qu'ils n'ont pas bouffé. Et là, vous êtes face à eux. Donc là, très clairement, les yeux vont prendre l'information, danger, jusque-là tout va bien. Et puis c'est la petite glande en forme d'amande qui va envoyer l'information aux glandes surrénales de libérer d'adrénaline. D'accord? Donc on va libérer un bain chimique qui va focaliser toute notre attention sur notre corps. Parce que là, clairement, il va falloir emmener son corps le plus vite possible, et le plus loin possible, des loups. D'accord? Donc tout est focalisé sur la matière. Et on ne va pas mettre 10% ou 20% de notre énergie. On va mettre 100%. S'il pouvait y avoir 200%, on mettrait 200%. Donc là, on va avoir les pupilles qui vont se dilater pour mieux voir dans l'environnement. On va stopper la salive, on va stopper le système digestif parce qu'il n'est pas le temps de manger ou de grignoter à ce moment-là, bien sûr. Le système de procréation, parce que de cet endroit à cet endroit, c'est la survie. On est d'accord. Donc la procréation, voilà, il faut que l'espèce puisse se reproduire. La digestion et la réponse combat-fuite. Donc tous ces systèmes-là s'arrêtent, à part la réponse combat-fuite, parce que là, il va falloir courir ou combattre. Face à des loups, éviter de combattre, je pense que c'est peut-être perdu d'avance, courez très vite. Donc là, tout le sang va dans les membres inférieurs, les membres supérieurs, pour être prêt à se battre, à fuir le plus vite possible. Okay? D'ailleurs, vos stocks de vitamine D s'effondrent, vos stocks de vitamine C s'effondrent aussi, et puis la première énergie qui est disponible, c'est le glucose, le sucre. Ça va peut-être parler à certains. Donc là, tout est utilisé, tout est mobilisé pour fuir. Donc là, vous tracez. Vous courez très très vite, plus vite que vous ne l'avez jamais fait de votre vie d'ailleurs, et vous voyez une petite grotte, et puis vous avez juste 2 mètres à peu près à faire pour grimper la grotte. Mais les loups ne peuvent pas rentrer. Okay, donc vous vous réfugiez là-dedans, vous vous cachez, c'est un peu la pénombre, le soleil est en train de décliner, et là c'est « Ah !» je souffle, j'expire, parce que j'ai réussi à échapper à la meute de loups. Okay, donc là tout va bien. Et comme c'est la nuit, vous n'allez pas repartir tout de suite, parce que vous n'allez pas repartir dans la montagne en pleine nuit, on ne sait jamais. Donc vous allez dormir. Okay, et puis au moment où vous vous posez tranquillement pour dormir, vous entendez dehors. Et là, ting, les loups. Ils sont dehors. Ils m'attendent. Et vous avez la foi absolue que dehors, c'est les loups qui ont fait le bruit. Est-ce que vous allez dormir? Pourquoi? Parce que vous êtes vulnérable. Donc ça veut dire que vous allez libérer de l'adrénaline et du cortisol dans votre corps. En fait, ce n'était pas des loups. C'était juste des lapins qui passaient. Mais vous, c'était juste impossible que ce soit autre chose que des loups. Vous aviez la foi absolue. Sauf que les loups, c'est votre belle-mère, c'est votre ex, c'est votre boss, c'est votre collègue de travail. Et en fait, à l'insu de notre plein gré, comme dirait un fameux cycliste, on libère cette adrénaline et ce cortisol et on se met en stress sans le savoir. Et on devient même accro à une vie qu'on n'aime même pas. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est drogué. Adrénaline et cortisol, c'est extrêmement addictif. Extrêmement addictif. Donc quand vous êtes en sevrage, je ne sais pas si vous avez déjà eu des amis qui vous ont dit bon allez, moi c'est fini, j'arrête de bouffer de la merde, hein, haricots verts, asperges, carottes, et je bois de l'eau, Kangen. Voilà, ça sera ça ma vie. Et puis vous revenez une semaine plus tard, chez votre pote Tony par exemple, et il est affalé dans son canapé, en train de manger de la pizza, la Häagen-Dazs, avec Netflix et son portable. Et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Entre la semaine dernière où tu étais au taquet et aujourd'hui. Il y a eu ça.
il y a eu de l'inconfort. En fait, les cellules, elles sont tellement intoxiquées à l'adrénaline et cortisol que la première semaine de sevrage, quelques jours, pumped up, ouais, c'est bon, j'ai plus besoin de boire, etc. Puis à un moment donné, les cellules elles vont se parler entre elles parce qu'elles n'ont pas eu leur dose. Puis ça fait 20 ans quand même. Hein. Elles n'ont pas eu leur dose. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? T'as eu ta dose, toi? Non. Et toi non plus? Ok. Là-haut, tu commenceras demain. Qu'est-ce qu'on va penser de toi si tu fais ça? Allez, prends un dernier verre. Donc en fait, il va se passer une survocalisation qui fait qu'on va être plus attiré par notre passé, parce que c'est le connu. Votre cerveau, il enregistre tout ce qui s'est passé de votre naissance, et là je ne parle pas de transgénérationnel et de karmique, hein, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Il a enregistré tout ce qui s'est passé. Il a même analysé. Puis il s'est peut-être passé là-dedans des traumas, des souffrances, des difficultés, qui font qu'on s'est déconnecté de ce cœur. Donc oui, moi j'appelle ça le pont du changement. Je ne sais pas si vous avez un peu l'image de Indiana Jones. Tout le monde connaît Indiana Jones ici? Et à un moment donné, il fuit, il tient son chapeau, il cavale, parce qu'il a peur, parce qu'il a peur pour sa vie. Il doit traverser ce pont. Sauf que ce pont, ça fait 500 ans qu'il est là, il n'y a plus que 4 lattes. À 30 mètres de dénivelé, tu as des crocodiles qui attendent qu'un truc, c'est que tu tombes. Et nous, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas que derrière ce pont, en traversant ce pont, il y a peut-être notre liberté. Il y a peut-être notre sérénité. Il y a peut-être notre joie de vivre. Il y a peut-être notre amour pour nous-mêmes et pour la vie. Donc à chaque fois qu'on commence un process pour changer, il y a toujours le passé qui revient et qui veut nous attirer. C'est juste un problème de drogue, de cette adrénaline et cortisol qu'on a libéré tellement souvent depuis très longtemps. Et ça, on le connaît bien. Alors surtout, on ne va pas aller là-bas où ça fait peur, où il y a le point d'interrogation, où c'est l'inconnu. Parce que quand on est sur ce pont, c'est l'inconfort. C'est un bain chimique. Et le cœur équilibre ce bain chimique. Il influence aussi nos comportements, on va le voir. Donc comment ça fonctionne? Vous avez sur la gauche, il s'est mis en route. Ça, c'est une cellule. Vous connaissez la cymatique ou pas? Ça vous parle, la cymatique? La cymatique, c'est rendre visible des fréquences. C'est des appareils qui rendent visibles des fréquences. Et là, vous avez une cellule qui est soumise au stress. Donc il y a des moments où elle cherche à ne plus être trop en stress, où on voit un petit peu une harmonie dans la géométrie. Et puis des fois, il n'y a rien, quoi. C'est plat. Et ça, c'est une cellule qui stresse. Et vous avez sur le croquis de gauche, là, que je me suis amusé à faire, en fait, quand vous avez une pensée de peur, cette pensée-là va générer dans l'hypothalamus la chimie de la peur. D'accord? Donc vous avez l'usine de fabrication qui va être au taquet. C'est bon, il a peur, on envoie la purée, là. Et vous avez, juste après l'hypothalamus, des neuropeptides. Moi, c'est un peu les Uber Eats, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez les neuropeptides de la peur qui rentrent dans le Uber Eats et hop, ils filent dans le circuit sanguin. Et si on prend l'exemple du collagène, par exemple, il va aller vers la cellule et il va se branché à la cellule, il va envoyer l'information de manière électromagnétique, par une énergie électromagnétique, pour dire là j'ai de la peur à t'envoyer. Et vous allez envoyer de la peur dans vos cellules, et à l'intérieur de vos cellules, vous avez de l'ADN. Et l'ADN, il fait quoi? Pour 2% à peu près de son activité, c'est produire des protéines. Et les protéines, c'est l'expression de votre vie sur Terre. C'est un petit collier d'acides aminés. Et normalement, c'est des acides aminés de collagène, qui sont frais, pimpants, claquants, voilà. Sauf que plus vous allez exprimer cette peur, plus vous allez libérer chimiquement dans votre corps. Au lieu d'avoir un super collier d'acides aminés de collagène, vous allez avoir collagène, collagène, peur. Collagène, collagène, peur. Et là, vous êtes en train de faire une photocopie d'une photocopie. D'une photocopie. Et puis plus vous générez de la peur, plus dans vos cellules, il y a collagène, peur, 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 collagène, peur, peur, peur. Et là, c'est photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Et donc la qualité des protéines s'en trouve dégradée. Et à un moment donné, ostéoporose. C'est important pour moi aussi de... Bon, ça, on va le passer. Ça va être un peu long sinon. Pour en revenir au cœur, c'était important pour moi d'expliquer, de mon point de vue, pourquoi on s'est déconnecté du cœur. C'est juste sous notre nez en plus, depuis le début, quoi. Il y a 35 cm à faire pour se relier à lui. Mais là, il y a
mon père buvait et quand il rentrait à la maison, il nous tapait. Là, il y a mon oncle m'a agressé sexuellement. Là, il y a ma mère me frappait. Là, et tous les traumatismes en fait qui viennent se placer entre notre tête, notre mental et notre cœur. Okay, mais c'est une illusion en fait, tout ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on a la solution pour modifier ça. Et donc, enlever les couches, les unes après les autres, si telle est notre volonté, bien sûr. Le chemin le plus long qu'un être humain ait à parcourir au cours de sa vie est le chemin allant de sa tête à son cœur. C'est un proverbe sioux que j'aime beaucoup. Alors, que disent les nouvelles sciences? Déjà, le premier battement cardiaque. Vous avez déjà vu une vidéo qui montre un premier battement cardiaque? Attendez, je vais vous montrer ça. Ah non, hein. Normalement, il n'y a pas de son. Donc voilà, à 21 jours, après 3 semaines, vous avez cette première pulsion, cette première pulsation, ce premier battement, cette première étincelle de vie, et qui va se développer dans toutes les cellules autour d'elle, et qui va se répandre. Et quand vous allez voir un spécialiste et vous lui demandez, mais d'où vient ce premier battement cardiaque? Vous savez ce qu'ils vous répondent? Ils vous répondent, ils ne savent pas. Ils vont vous dire que c'est un organe autorythmé, donc qui a pour origine le cœur lui-même, mais ils ne savent pas d'où vient le premier battement cardiaque. Et ça m'intrigue en fait. Parce qu'avec tout ce qu'il fait, c'est quand même bizarre qu'on ne sache pas. Et on ne sait pas, peut-être parce qu'il y a une intelligence qui nous a donné la vie, qui nous a offert ce premier souffle de vie. Donc, le cœur, il a 4 moyens de communiquer avec le reste du corps. Vous allez voir que le cœur, en fait, c'est le réel patron de notre existence sur Terre. Et même d'un point de vue biophysique, biochimique. Il a 4 moyens de communiquer donc avec le cerveau et le reste du corps. Et la première, c'est la voie neuronale. Est-ce que vous saviez que vous avez 43 000 neurites sensorielles en plein milieu du cœur? Est-ce que vous saviez que votre cœur a un cerveau? Qui savait que le cœur a un cerveau? Ok. Vous avez 43 000 neurites sensorielles qui sont exactement les mêmes que celles qu'on a dans le cerveau limbique. Neurites sensorielles, donc sensations. C'est là où on va aller. 90% de l'information part du cœur vers le cerveau. 90% de l'information part du cœur au cerveau. Et seulement 10% du cerveau au cœur. Grosso modo, quand le cœur envoie de l'information au cerveau, le cerveau exécute toujours les injonctions du cœur. Puisque de toute façon, le cerveau crânien, il arrive en bout de chaîne. C'est un processeur. C'est tout. Même s'il est magnifique et formidable. On s'est beaucoup concentré sur lui, mais je pense qu'on en a oublié un. Et les 10% qui partent du cerveau au cœur, ralentit ou accélèrent, etc., lui, il évalue et il le fait lui-même ou pas. Et il décide s'il doit accélérer ou pas. Donc il a son propre moyen de communication. Il pense par lui-même, il mémorise par lui-même. Il est autonome. Alors, oui, le chemin d'information, quand même, c'est assez intéressant parce que quand vous savez comment, parce qu'il y a des techniques quand même, comment on peut faire pour relier consciemment l'énergie du cœur vers le cerveau, eh bien, neuronalement, ça passe par la médula. Elle a régi, alors c'est la médula oblongata qui est juste derrière, elle est excessivement importante parce que là, un coup d'aiguille dessus, je meurs tout de suite. Donc, elle est très protégée là où elle est, mais elle est extrêmement sensible. Elle régule la respiration, le rythme cardiaque, etc. Ensuite, elle passe par l'amygdale cérébelleuse. On en a parlé tout à l'heure, c'est la glande qui ressemble à une amande et qu'on voit l'information aux glandes surrénales de s'activer. Ça vous parle ou pas? Ouais. Donc l'amygdale cérébelleuse, c'est la réserve de mémoire émotionnelle. Donc vous avez de l'information qui part du cœur, qui passe par le centre respiratoire notamment, qui passe aussi par nos émotions et qui va passer par les lobes frontaux, donc les prises de décision, toutes nos réactions émotionnelles appropriées, et puis le cortex cérébral ou néocortex, donc le cerveau pensant. Donc il influence tout ça, le cœur. Et là, vous avez les images de à quoi ressemble... Ça ressemble un peu à Alien, mais bon. La voie hormonale, c'est la deuxième manière que le cœur a de communiquer avec le reste du corps et avec le cerveau. Voie hormonale parce qu'en 1983, en fait, le cœur était considéré encore comme un muscle. Il est très musclé par certains endroits, mais il était considéré comme un muscle.
Et il est passé à organe en 83 parce qu'ils ont découvert, les scientifiques, qu'il libérait ses propres hormones. Qui savait ici que le cœur libère ses propres hormones? Il y en a qui font des études de médecine. Ouais. Et moi, pas du tout, tu vois. Et quand j'ai découvert ce qu'il libérait comme hormone, c'est un truc de dingue, quoi. Parce qu'il libère l'ocytocine. Le cerveau aussi, mais d'abord le cœur. Donc l'ocytocine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, ou l'hormone de l'amour, pardon. C'est la sérotonine, l'hormone du bonheur. Donc cette ocytocine, quand elle est libérée dans le sang, elle signale de l'oxyde nitrique, et ça va faire quoi dans votre corps? Ça va dilater les artères pulmonaires et cardiaques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir plus de flux sanguin. Quand vous tombez qui est tombé amoureuse ou amoureux ici? S'il y en a un qui ne lève pas la main, voilà, ça va mal se passer. Ce sentiment d'amour, c'est grâce à l'ocytocine, c'est grâce à cette dilatation aussi des artères. Et elle vient avec la vasopressine. Et la vasopressine, elle retient l'eau dans les cellules. Vous avez plus d'eau dans vos cellules. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Ben si, quel est le meilleur conducteur pour le champ électromagnétique? L'eau. Donc plus il y a d'eau, plus il y a de flux sanguin, plus vous avez ce sentiment d'amour que vous pouvez auto-générer par vous-même, sans attendre cela de l'extérieur. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. À Tacoma en 2016, là j'ai pas mis la photo du bisounours, mais j'aurais bien aimé. Qui, dans cette salle, a déjà entendu « Ouais, mais toi tu vis dans le monde des bisounours ». Levez la main là, trichez pas. Ouais, ok. Mais c'est trop cool d'abord le monde des bisounours. Et vous avez vu le cœur qu'il a sur sa poitrine qui irradie de l'intérieur vers l'extérieur. Ils avaient déjà tout compris. En fait, à Tacoma en 2016, l'équipe du Dr Joe Dispenza, toutes ces équipes scientifiques, ont pris tout un tas de personnes qui étaient là pour ces méditations. Ils ont pris l'IGA salivaire, les hormones, ils ont fait ECG, électrocardiogramme, électroencéphalogramme. Voilà, ils ont pris toutes les mesures possibles et imaginables pour voir et comprendre si j'ouvrais mon cœur en utilisant l'émotion humaine comme un outil d'activation, est-ce que ça changerait quelque chose dans son corps? Est-ce que ça changerait quelque chose concrètement dans le corps des gens? Donc pendant 4 jours, et ça c'est les résultats de cette étude scientifique, il suffit que vous exprimiez de l'intérieur de la joie pendant 15 minutes par jour, pendant 4 jours, pour voir votre taux de cortisolémie chuter de 17%, pour faire augmenter votre système immunitaire de 50%, et de libérer de la DHEA. Vous savez ce que c'est la DHEA? Non? En fait, c'est l'hormone anti-âge par excellence. Et c'est celle aussi qui est le premier rempart défensif. L'IGA, par exemple, qui est libéré par le thymus, c'est le premier rempart défensif aux maladies. C'est nos soldats, en fait. L'immunoglobuline A. Et ça, c'est produit en masse aussi. Donc, grosso modo, plus vous êtes en joie, plus vous rajeunissez. Voilà, on peut le dire comme ça, grosso modo. Et donc, c'est intéressant parce que si vous faites 15 minutes par jour pendant 4 jours, mais que vous décidez de vivre dans cette joie 1 heure par jour pendant 4 jours, ou pendant une semaine entière, qu'est-ce qui se passerait dans votre biologie, concrètement? Ça peut aller loin. En tout cas, on sait qu'il y a 1390 substances biochimiques qui sont libérées pour régénérer et réparer nos cellules. Et le cœur est le plus puissant oscillateur de notre vie sur Terre, de tous nos organes. Un oscillateur, vous savez ce que c'est? Ça vient équilibrer, harmoniser ou pas d'ailleurs. Eh bien, on va le voir en vidéo, ça sera encore plus simple. Vous imaginez ça, c'est votre cœur et vos organes. Vous avez déjà vu cette vidéo ou pas? Et c'est le bordel. Vous êtes en stress. Ça ne marche pas bien. Tout est incohérent à l'intérieur de vous. Toutes les informations qui sont envoyées, elles sont envoyées à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est n'importe quoi. Et il suffit que vous commenciez à libérer, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la peptide auriculaire, cette hormone de l'équilibre, pour que quand le cœur est ouvert, actif, grâce aux émotions humaines, eh bien, regardez ce qui va se passer. Il va se passer que tous les métronomes vont s'accorder et devenir cohérents et harmonieux. Et ça, c'est autant d'informations qui sont envoyées dans vos organes, dans vos tissus, dans vos cellules. C'est pas beau, ça?
C'est ce que fait votre cœur. C'est le plus puissant oscillateur du corps. Troisième voie, la voie biophysique, c'est-à-dire la pulsation cardiaque. Et ça, c'est assez intéressant. On pourrait y passer des heures, mais déjà, il y a beaucoup d'informations. Il faut savoir qu'une pulsation, vous avez entre 70 et 100 trillions de cellules. Okay, donc on va dire 100 000 milliards de cellules dans votre corps. Okay, à une seule pulsation, toutes vos cellules sont informées en même temps. Bonjour Monsieur Robin, je vous informe que vous avez une maladie très grave, vous allez partir dans 6 mois. L'information que j'envoie dans mes pulsations, c'est une incohérence. C'est de toute façon, c'est mort, je vais mourir. Donc c'est l'information que j'ai envoyée dans mes cellules. Et elle capte l'info. Les cellules sont 200 fois plus réceptives à l'énergie du champ électromagnétique qu'à la biochimie. 200 fois. Donc la peur, là, je l'envoie dans toutes mes cellules. Une pulsation, toutes mes cellules sont informées en même temps. Et ça va être le bordel aussi au niveau de mes ondes cérébrales. Donc dans mon état de conscience. Et comment ça va perturber ma cognition, ma manière de réfléchir, de retenir, à cause de toutes ces peurs. Donc on pourrait peut-être imaginer et apprendre comment réguler ces battements cardiaques. Un des marqueurs de santé les plus puissants de notre existence, c'est ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque ou la VRC. Vous avez les pulsations et vous avez les intervalles entre les pulsations. Et ça, c'est la variabilité du rythme cardiaque. Et plus cette variabilité est harmonieuse, moins elle est saccadée, mieux c'est. Alors, lien maman-enfant, ça vous intéresse ou pas, le lien maman-enfant? Qui ça intéresse ici? Il y a une étude à l'Institut HeartMath qui a été faite. Alors là, forcément, ils ont pris la photo du cerveau de la maman et de l'enfant. C'est une vraie photo qui a été prise pendant cette expérience. En fait, ils ont mis électroencéphalogramme et électrocardiogramme à la maman et au bébé. Et ils ont demandé à la maman de ne pas calculer l'enfant pour les besoins de l'expérience. Et donc, on voit les battements cardiaques et les ondes cérébrales de la maman fonctionner en autonomie, ceux de l'enfant aussi, complètement séparés, distingués l'un de l'autre. Et puis, à un moment donné, ils ont demandé à cette femme juste de poser de l'attention sur l'enfant, le regarder, lui sourire, le prendre dans ses bras. Et à ce moment-là, vous avez les battements de cœur du bébé qui se synchronisent aux ondes cérébrales de la maman. Et vous savez quoi? Les ondes cérébrales se synchronisent au cœur. Donc si vous avez certaines ondes cérébrales qui fonctionnent, c'est grâce à votre cœur et à ses battements et à sa variabilité. Elles ne sont pas autonomes. Donc le développement du cerveau dépend de nos pulsations cardiaques et donc des informations qu'on envoie. Et regardez ça. C'est juste incroyable. Moi, ça m'a transporté de voir ça. C'est tout bête, hein. Vous avez un IRM classique et un IRM amplifié. Votre cerveau bat au rythme de votre cœur. Est-ce que vous saviez que votre cerveau avait des pulsations qui venaient du cœur? Qui savait ça? 3, ouais. Ben, moi, j'ignorais ça. Et quand j'ai trouvé ça, c'était juste génial. D'ailleurs, au passage, l'IRM, il ne fait que regarder la structuration des molécules d'eau. Encore un lien avec l'eau. Tu valides? Ouais, ok. Et puis ça, c'est la voie énergétique. Alors celle-là, voie neuronale, voie hormonale, voie biophysique, pulsation, ça, c'était connu de la science. La voie énergétique, elle est arrivée il y a quelques années, début des années 90, mais ça a mis du temps à arriver. Est-ce que vous saviez que le champ électrique, vous savez que vous avez un champ électromagnétique au niveau de votre cerveau, de vos ondes cérébrales, du cœur. Ben, vous avez les chiffres, de toute façon. Le champ d'énergie électrique du cerveau est 60 à 100 fois moins puissant que celui du cœur. Donc le champ électrique du cœur est de 60 à 100 fois plus puissant que celui du cerveau. Première chose, s'il y a un champ électrique, il y a un champ magnétique. Le champ magnétique du cœur est de 100 à 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Le champ électromagnétique, est-ce que ça parle à tout le monde? Levez la main pour qui ça ne parle pas du tout. Yes. Je ne vais pas l'expliquer, c'est bon. Donc ça, on l'a pris avec un magnétomètre. Des magnétomètres, c'est des appareils qu'on met en dehors du corps et qui captent le champ électromagnétique du cœur qui est le plus puissant du corps. Cherchez pas plus loin. C'est la passerelle qui nous relie au vivant. C'est le siège de notre âme. Donc ce magnétomètre, avant, il émettait à 3 mètres.
Et il captait l'information à 3 mètres. Maintenant, il les capte à plus de 40 mètres. Et ceux qui font les études ont demandé, mais si mon cœur il est si puissant, pourquoi ça capte qu'à 40 mètres? Parce que nos appareils ne savent prendre qu'à 40 mètres. Voilà. Donc on peut imaginer que c'est encore plus puissant que ça. Et il est précognitif. Est-ce que ce mot vous est familier, précognition, l'intuition? En fait, ce même institut en 1995 a pris un groupe de personnes comme vous, et les ont mis face à un écran avec 30 images. Sur ces 30 images, il y en a 15 qui influencent une énergie de peur ou de sensations un peu désagréables pour le subconscient. Une araignée, un serpent, du sang, un accident, un décès. Voilà. Et 15 autres images, un petit lapin, un bébé qui rigole, un mariage, bref, qui va générer en vous des émotions d'amour, de joie, etc. Et en fait, ces images étaient complètement mélangées. Et les personnes avaient toutes un électroencéphalogramme et un électrocardiogramme reliés à un moniteur. Et à chaque fois qu'il y avait une image qui fait flipper, eh bien vous aviez un petit curseur qui commençait à avancer comme ça et qui descendait dans le rouge. Là, on savait que le cœur était stressé, le corps aussi, par l'image qu'il venait de voir. Ça suscitait de la peur. Et dès que c'était une image de joie ou d'amour, ça montait dans le vert ou dans le bleu, vers le haut. Jusque-là, tout va bien. Donc vous avez une image qui arrive pendant 3 secondes. Donc vous imaginez une image, pim, 3 secondes, 10 secondes, écran noir. Puis une autre image, au hasard, 3 secondes, 10 secondes d'écran noir. Et ce qui les a intéressés, c'est ce qui se passait dans cet intervalle de 10 secondes. Et ils ont commencé les photos par une image où il n'y avait pas d'image, par un écran noir, okay, pour voir comment le cœur et le cerveau communiquaient face à une image qui faisait peur. Et en fait, avant que l'image arrive, vous avez le petit curseur qui commence au bout de 6 secondes à bouger et à descendre dans le rouge. L'image qui apparaît, 100% des cas, et cette expérience a été renouvelée partout dans le monde, une 50aine de fois, et c'est toujours pareil. L'image qui fait peur, poum, nous envoie dans le rouge. Et au bout de 10 secondes, une image qui fait peur. Écran noir, le curseur commence à bouger tout seul, il n'y a pas de stimuli, il n'y a pas d'image. Et hop, vous avez le curseur qui monte là-haut, dans le vert, bleu, et boum, une image qui suscite en nous du bonheur, de la joie. Ça vous parle ou pas, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur capte l'information avant nos 5 sens, avant le stimuli. Il capte et il traite l'information. Et il l'envoie au cerveau, à 90%. Sauf que quand on est un peu déconnecté de ce qui se passe ici, eh ben notre intuition... Qui est intuitif ici? Qui a vraiment des bonnes intuitions? Ben vous savez aujourd'hui que ces intuitions proviennent de votre cœur. Voilà. Donc ça, on peut apprendre à auto-réguler notre biochimie interne pour continuer à activer des énergies qui vont à notre insu, puisque ce champ électromagnétique d'information, ce champ d'information qui est tout autour de notre corps et qui est le plus puissant à partir du cœur, entre en résonance avec ce champ d'énergie électromagnétique qui a créé la vie sur Terre. Au passage, c'est grâce à l'eau. Donc, on peut apprendre à vivre cette harmonie, à générer cette harmonie par nous-mêmes sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Pour info, chaque jour, le cœur produit suffisamment d'énergie pour conduire un camion sur 32 km. 360, ouais, c'est le cœur qui produit suffisamment d'énergie électromagnétique pour créer un champ électromagnétique à 360 degrés autour de nous. Et tout ça, ça a été modélisé dans une vidéo que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est un stéthoscope. Alors, ce qu'on appelle le Stethoscopic Earth Sound, c'est aussi une image en cimascope. Ça veut dire qu'ils ont mesuré à quel moment, et ça, je vais vous demander à quel moment vous voyez que le cœur est en harmonie avec le cerveau et le reste du corps. Il est fort à parier que ce moment-là, non, je ne vous dis pas, sinon je vais vous faire des projections, c'est pas bien. Projection. Vous allez découvrir par vous-même. À quel moment, donc je vous le demande, c'est le petit jeu du soir, à quel moment le cœur est en harmonie avec le reste du corps et influence toutes nos cellules et notre comportement? Bim. Bim. Et encore là. Et ça se travaille. Ça, on peut le faire par nous-mêmes.
est-ce que vous saviez que votre cœur diffuse ce que vous ressentez et ce que vous pensez dans les champs électromagnétiques? Ok. Donc, si vous êtes sur une certaine fréquence, vous allez entrer en résonance avec ce champ d'énergie qui a créé toute vie et va vous le renvoyer. Tout ce que l'on envoie nous revient aussi sûrement qu'on l'a envoyé. Donc là, le champ électromagnétique de deux individus, ça aussi c'est un Stuart Matt, humain ou animal de compagnie, ça s'est fait beaucoup avec les chiens aussi, se touchant ou étant à quelques mètres l'un ou à l'une de l'autre, peut interagir de sorte que l'activité énergétique dans le cœur d'un individu est mesurée dans les ondes cérébrales, ce qu'on a vu tout à l'heure, de l'autre. Mais cette fois, contrairement à avoir le bébé dans les bras, on est à distance. Ça veut dire que ce que vous générez en vous peut influencer votre environnement direct, vos enfants, vos amis, l'endroit dans lequel vous êtes. Donc c'est le premier cerveau, en fait. C'est le réel patron du corps. Alors il a peut-être moins de neurones que ici et que là, mais c'est le plus puissant. Vous prenez un ordinateur, le plus puissant ordinateur que vous rêviez d'avoir, avec tous les périphériques ultimes. S'il n'y a pas d'énergie pour le faire marcher, il ne fonctionnera pas. Mais ça, c'est le cœur. Ça, c'est le cœur. Mais il n'œuvre pas seul. C'est un patron coopératif, si vous voulez. Il a besoin du cerveau. Il a besoin du corps. Et en fait, vous allez, quand on arrive à se relier à ça, à cette mémoire, parce qu'en fait, on n'a rien perdu, on a juste oublié que ça existait, cette technologie, elle est juste hallucinante. Quand vous faites fonctionner cette technologie à partir du cœur vers le cerveau et le corps, c'est tout votre champ d'énergie et ce que vous attirez à vous qui change. Ce que tu cherches te cherche aussi. Et l'idée, c'est de s'aligner évidemment avec ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Si par exemple, vous êtes chez vous, vous voulez trouver l'homme de votre vie et vous mettez des post-it partout. Vous savez, la pensée positive. L'homme de ma vie va me trouver ici et maintenant. Vous avez ça dans la cuisine, vous avez ça sur le plafond de votre lit, vous avez ça, vous savez, vous avez dans la salle de bain, le miroir, vous avez des post-it partout, dans la bagnole, des post-it partout. L'homme de ma vie va me trouver ici et maintenant. Et à l'intérieur, c'est pauvre con, t'es moche et t'es con, qui va vouloir de toi? Qui prend le dessus là? C'est ce qui se passe là. D'accord? Donc si on n'est pas en reliance avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent, il ne va pas se passer grand-chose. C'est pour ça que la pensée positive, ça ne marche pas tellement, en fait. Pas très bien. Quelqu'un de malade, par exemple, qui se considère comme malade, et si on lui apprenait à ressentir ce qu'est la santé, à ressentir dans son corps, rappelez-vous que le subconscient ne fait pas la différence entre l'expérience que vous vivez réellement et celle que vous imaginez vivre, avec foi absolue. On l'a vu avec les loups tout à l'heure. Le fait de se sentir en santé. Et que parce que je me sens en santé, je me dis, ah, putain, je suis santé. Je le sens là. À ce moment-là, je suis santé. Ou je m'aime suffisamment. Je ne dis pas que ça va vous guérir, mais au moins, vous aurez ce que vous ressentez, ce que vous pensez aligné. Et vous pourrez le proclamer. Si à l'intérieur, ça dit, je suis moche, je suis con, personne ne veut de moi, mais que je dis tout le temps, ouais, mais si, l'homme de ma vie va me trouver, il me trouve. Ça ne peut pas fonctionner parce que les deux ne sont pas alignés. Et le générateur d'énergie le plus puissant de votre existence terrestre, c'est lui. Donc si ça ne part pas de là, et ça part que de là, ben, le delta est un petit peu trop important. L'état optimum de paix dans le corps, les sportifs, on appelle ça le flow, c'est quelque chose qu'on peut générer par soi-même. On ne va pas vous le faire là, mais bientôt. Transfert de mémoire. Pour vous montrer un petit peu aussi le truc de dingue, des trucs de ouf. Moi, quand j'ai découvert ça, je suis tombé par terre. Vous connaissez le transfert de mémoire ou pas? Ça vous parle? Ouais. En 1960, le professeur Bernard a fait la première greffe cardiaque, ce qui a fonctionné, qui a tenu. Okay. D'ailleurs, au passage, quand on fait une greffe cardiaque, vous savez ce qu'on injecte dans le corps? Du cortisol. Parce que le cortisol va faire baisser le niveau d'immunité. Donc le corps va plus être enclin à accepter un organe qui n'est pas le sien. Si vous avez un système immunitaire qui est au taquet, il va rejeter la greffe. Donc cortisol. Donc c'est très bien que quand il y a trop de cortisol dans le corps, on n'a plus de système immunitaire, ou plus beaucoup en tout cas. Ça, c'est au passage. Et en fait, depuis 1960 jusqu'à ce jour, il y a des milliers et des milliers de témoignages. Je vais vous en donner deux parce que c'est les plus impactants. Okay.
Le premier, c'est une femme qui s'appelle Claire Sylvia. Claire Sylvia, c'était une danseuse pro. Elle a passé sa vie à tourner autour de la planète en mangeant des carottes, des asperges, à boire de l'eau Kangen probablement, et vivre sa vie de danseuse avec un régime alimentaire très strict. Et à 43 ans, elle a besoin d'une greffe cœur-poumon. Et chouette, ou pas, quelqu'un dans son environnement, qu'elle ne connaissait pas, mais dans sa ville, décède, et c'était un donneur. Donc très vite, elle a eu cœur-poumon, notamment un cœur. Et à partir du moment où la greffe a prise et que le cœur a commencé à battre dans sa poitrine, elle a commencé à avoir des envies, retenez bien le mot, hein, des envies irrémédiables de poulet frit, de frites et de boire de la bière. Chose qu'elle n'avait jamais fait de sa life. Tu vois ? Mais irrémédiable, c'est important, parce que un jour, elle s'est levée et elle a été manger des frites, du poulet frit, et elle a bu de la bière. Donc c'était quelque chose qui était plus fort qu'elle. Et elle s'est dit, c'est pas possible, il y a forcément un lien avec le fait que j'ai un nouveau cœur dans ma poitrine. Elle a écrit un bouquin, d'ailleurs, à ce sujet. Et elle a fait les recherches des gens qui étaient morts pas longtemps avant sa greffe, parce que normalement, on ne sait pas qui donne, hein, les donneurs sont anonymes, et elle a été frappée aux portes des familles. Il y en avait 5. Et à un moment, elle frappe, et puis il y a la maman qui ouvre, et elle explique l'histoire. Elle dit, oui, c'est mon fils qui est mort d'un accident de moto. C'était un fan de KFC. Il passait son temps au KFC. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, elle est passée dans les faits divers aux États-Unis et un peu partout dans le monde, parce qu'elle est très particulière, mais j'espère que ça va vous donner encore plus la notion de cette puissance-là. Une petite fille de 8 ans a besoin d'une greffe cardiaque. On est aux États-Unis. Et y a une petite fille qui décède, qui est un peu plus âgée qu'elle. Alors normalement, les sujets plus âgés ne donnent pas. Bon là, ils font exception, ils lui donnent un cœur d'une petite fille de 10 ans. Et à partir du moment où la greffe a prise, elle a commencé à faire des cauchemars. Pas cool du tout. Et ces cauchemars étaient récurrents. Toutes les nuits. Le même. Et le même, quoi. Il n'y avait pas de variation. Donc ils ont été voir le cardiologue, il dit, écoutez, moi j'ai fait ma chirurgie, tout va bien, l'organe fonctionne parfaitement, allez voir un ami psy. Et ils vont voir un ami psy, il explique son cauchemar. Et lui dit, wow, c'est quand même hyper régulier, c'est toujours la même chose, c'est bizarre. Et il a eu une idée, il travaillait avec la police. Et il s'est dit, tiens, on va faire un portrait robot du type, on ne sait jamais. Donc elle raconte une énième fois son cauchemar, et court dans son cauchemar, elle est poursuivie par un homme, ils sont dans une forêt, la nuit est tombante, même la nuit est tombée, et elle se heurte sur une racine, elle tombe, et l'homme qui profère des mots, etc., pendant qu'il la course, la rattrape, lui parle et lui ôte la vie. C'est ça son cauchemar. Donc pas cool, mais c'est quand même suffisamment impactant pour que je vous le raconte ce soir. Et en fait, ils ont fait le portrait robot de son histoire de cauchemar. Et en fait, grâce à ce portrait robot, il s'avère que la petite fille de 10 ans, mais elle ne le savait pas, était décédée comme ça. Donc ils ont réussi à retrouver l'assassin grâce à ce portrait robot. Et ce qui l'a confondu, bon lui il est passé aux aveux très vite, mais ce qui l'a confondu, c'est qu'il a eu, elle, dans son cauchemar, a dit ce qu'il lui disait. L'histoire ne raconte pas quels sont les mots qui ont été dits à ce moment-là, mais c'est ce qui l'a confondu. Ils l'ont arrêté grâce à son témoignage. Donc voilà le transfert de mémoire. Voilà à quel point nos organes ont une mémoire. Là, si je prends un super microscope super puissant et que je te regarde, je vais peut-être voir des systèmes cardiovasculaires, osseux, etc., système immunitaire. Puis si je vais un peu plus loin, je vais peut-être voir des organes. Et puis si je vais un peu plus loin, je vais voir des tissus, je vais voir une cellule, je vais voir une substance chimique, une molécule, des atomes. On est des atomes. Et derrière l'atome, il y a quoi ? Des quarks. Et si on va plus loin que le quark, il y a juste du vide, il y a juste de l'énergie en fait. Et c'est ça dont on est composé. Donc si on reprend l'atome dans le sens inverse, l'atome il est à 99,9, 12 fois 9,9999% d'énergie quantique, d'énergie de vide, qu'on ne peut pas avoir juste parce que ça vibre au-delà de la vitesse de la lumière, c'est tout. La spiritualité, le quantique, c'est tout ce qui vibre au-delà de la vitesse de la lumière, au-delà des 300 000 km/s.
tout ce qui est sous les 300 000 km/s, on peut le toucher, le voir, le goûter. On peut interagir avec. Donc imaginez, vous êtes fait d'atomes à 99%. Et ce noyau atomique, un petit vortex qui tourne sur lui-même, Dixit Nassim Haramein, eh bien lui, c'est 0,00001% de l'atome. Donc en fait, on est carrément plus d'énergie que matière. Mais les atomes, ils se rejoignent entre eux. Et toi, tu veux devenir une molécule? Ouais, et toi? Ouais, moi aussi. Donc ils se réunissent et ils communiquent comment? Grâce au champ d'information. Ils s'attirent entre eux pour devenir quoi? Une substance chimique qui va devenir une molécule. Est-ce qu'il y a toujours le champ d'énergie invisible autour? Ouais. Ouais, il y a toujours ce champ d'énergie invisible. La molécule va devenir une cellule. La cellule, est-ce qu'elle a toujours ce champ d'énergie autour? Oui, la cellule va devenir un tissu, puis un organe, puis des systèmes. Et on a toujours ce champ d'information. Et il y en a qui travaillent avec ce champ d'information ici. On voit quelques-uns. Donc tout ça pour vous dire qu'on influence aussi, parce que ce champ d'énergie, il est fait de quoi? Il est fait de nos pensées, de nos émotions, qui vont influencer quoi? Nos paroles et nos actions. On change la qualité de nos pensées, on change la qualité de nos émotions. Par nous-mêmes, on change notre vie. Et le cœur n'est pas soumis aux lois de l'espace et du temps. Ok, je fais un petit aparté sur la glande pinale, on en a parlé tout à l'heure, mais ça me passionne trop, il n'y aura qu'un slide. Voilà les représentations religieuses qu'on peut avoir. Là, c'est Marie. Elle touche son cœur et il y a une auréole au-dessus de sa tête. L'auréole, c'est l'activité de la glande pinéale. Et en fait, chez les taoïstes, par exemple, eux ont démontré dans leur médecine que plus le champ d'énergie du cœur s'active et grandit, plus l'activité de la glande pinéale grandit aussi. Donc, fait très intéressant, quand je regarde un corps, quand vous regardez un corps, tout est parfaitement symétrique. Mon bras droit, mon bras gauche, mes côtes à droite, mes côtes à gauche, tout est parfaitement symétrique. Et là, vous avez l'organe le plus puissant du corps, qui n'est pas au milieu, qui est à gauche, et qui empiète sur le poumon gauche. Ça vous parle ou pas ça? Eh bien tout simplement, sur le ventricule droit, il y a ce qu'on appelle le nœud sino-auriculaire, qui est la glande pinéale du cœur. Et oui, le cœur a une glande pinéale. Et si le cœur avait été au milieu, il ne serait pas du tout aligné avec la glande pinéale qu'on a entre nos oreilles. Parce qu'il est à gauche, le nœud sino-auriculaire, qui est la glande pinéale du cœur, est parfaitement aligné avec la glande pinéale qu'on a entre nos oreilles. On ne va pas parler trop de glande pinéale ce soir, parce que c'est une autre conférence, mais on découvre des trucs hallucinants. Donc voilà. Puis il y a d'autres liens. Là où le sang est le plus envoyé, c'est à deux endroits, les reins, les glandes surrénales et la glande pinéale. Pourtant, il y a une barrière hémato-encéphalique. En résumé, le cœur pense, communique, ressent, mémorise par lui-même. Oui, j'ai fait une faute d'orthographe, mais c'est voulu, hein, c'est un néologisme. C'est la passerelle qui nous relie au vivant. C'est la passerelle qui nous relie au vivant. On est tous reliés les uns aux autres, qu'on le veuille ou pas, et ça a été démontré. Il est le siège de l'âme, de l'esprit. C'est le réel patron coopératif, de notre existence terrestre. Il est autonome et intuitif. C'est le centre de création le plus puissant. Imaginez ce champ d'information qui entre en résonance avec ce champ d'information, à quel point on va peut-être pouvoir attirer à nous des circonstances, des événements, des gens. Et pour moi, le plus important, c'est que c'est celui qui unifie les polarités, ce qu'on appelle le point zéro. Et on peut vivre à partir de cet espace, toute notre vie, à partir de ce point zéro. Si on a compris, ou si on s'est rappelé plutôt, comment faire. Voilà, donc ça c'est un petit rappel de tout ce que je viens de raconter avec des chiffres. Je vous ai tout dit, je crois. Ah non, je ne vous ai pas dit que l'énergie du cœur, quand elle est activée, elle amplifie l'activité du cerveau de 30 à 500 fois plus que la normale. Donc on a tout intérêt à œuvrer à partir de cet espace. On va faire un petit truc tout à l'heure. Voilà une vidéo qui va tout résumer, en quelque sorte, et qui va vous donner des clés sur le collectif humain. Ça, c'est ma petite citation perso. Se relier à notre cœur individuel, c'est top, et je pense que ça démarre de là, mais c'est aussi pour nourrir le collectif humain, puisqu'on impacte les autres.
La solution, c'est Sangha. Sangha, chez les bouddhistes, ça veut dire le collectif. J'ai mis l'effet Maharishi, pour ceux que ça intéresse. Allez voir ce que c'est, l'effet Maharishi. C'est hallucinant. Et ça a été étudié scientifiquement, je ne vous en dis pas plus, vous pourrez le faire par vous-même. Et Mitakuye Oyasin, moi je suis proche d'une communauté Lakota, où j'aime bien recevoir des enseignements, faire des décidations, etc. Et la première chose qu'on nous offre comme mot, c'est Mitakuye Oyasin, nous sommes tous reliés, nous sommes tous un. Voici la vidéo. Most people know what it feels like to be in a state of harmony and flow, where our hearts and minds are working together, and there's a genuine connection with others involved. It's easy to love this experience of synergy, but oftentimes this happens by chance, rather than by design or intention. Wouldn't it be nice to be able to produce this flow on demand in our day-to-day communications, projects, and challenges? Research shows that when we shift into a coherent state, the heart and brain operate synergistically, like two systems that mesh into one. We can learn how to activate and sustain the synergy between the heart and brain and prevent stress-producing patterns, along with increasing our mental clarity and discernment capacity. When we do this, our creative solutions for personal, social, and global challenges become more accessible, providing us with more intuitive access and flow. Over the past 20 years, the Institute of Heart Math has produced coherence-building techniques that are intentionally simple and based on scientific research. Our mission theme is to simplify a process for intuitive connection to the soul's wisdom and guidance for unfolding who we truly are. New research suggests that our energetic or spiritual heart is an access point for our natural inner technology, the heart's intuitive intelligence, which can elevate our communications, decisions, and choices to a much higher level of effectiveness. One interesting finding from our research is that when people hold genuine core heart feelings such as appreciation or compassion, it naturally increases their heart coherence. We use the term energetics to refer to the systems that we can't see or touch. For example, our thoughts, emotions, and intuitions. The mind and heart feelings are energetic sources that underlie our thoughts and emotions. They're primary drivers of our biological systems and have a powerful influence on our behaviors, choices, and results. The intuitive, energetic heart is what people have associated with their inner voice throughout history. From our perspective, the energetic heart communicates a steady stream of intuitive information to the mind and brain, which in most cases we only use a small percentage of, because our ego choices overrides the intuitive suggestion. Access to our heart's intuition varies among people, yet we all have it. As we learn to slow down our mind and attune to our deeper heart feelings, our natural intuitive connection can occur. Intuition is like energetic gold. Intuitive insights often unfold more understanding of ourselves, others, issues, and life than years of accumulated knowledge. That's why the state of coherence is rapidly gaining interest. In this state, more and more people are reporting increased access to their heart's intuitive guidance, realizing it's within them, and with a little practice, it's easier to access than they thought. Research conducted in our laboratories has confirmed that when an individual is in heart coherence, the heart radiates a more coherent electromagnetic energy field that can benefit people, animals, and the environment. A growing body of scientific evidence suggests that when there is coherent group cooperation, it results in increased flow, effectiveness, and the potential for higher outcomes. It seems as though the group participants are not only in sync, but are communicating on an unseen energetic level. Our personal coherence can benefit our families, co-workers, friends, pets, and more, simply by our presence. From our research, we know that heart coherence is not an idle state. It reaches out, it influences and supports others in many beneficial ways.
Scientific evidence provides support for a global field environment that connects all living systems and consciousness. Many scientists believe that a feedback loop exists between all humans and the Earth's energetic systems. We are working together with other initiatives to realize the increased effectiveness of collective intention and cooperation. There are growing numbers of organizations with tools and techniques that facilitate increased art connection and collaboration with others. This evolves into a collective opening of the heart, which is a major step towards increasing social and global coherence. We call this heart-based living. IHM, through its Global Coherence Initiative project, is strategically placing 14 sensors around the world to measure the Earth's magnetic resonance. This global network will enable our scientific inquiry into the interconnections between the Earth's magnetic field and collective human emotions and behaviors. Science has shown that the Earth's magnetic field affects humans in profound ways, but our intention is to study how humans, as a collective, affect the Earth's magnetic field environment. Every individual's energy contributes to the global field environment, and each person's thoughts, emotions, and intentions affects the field. A first step in increasing the coherence of the field environment is for each individual to take responsibility for their own energy. We can do this by becoming more conscious of the thoughts, feelings, and attitudes that we are feeding the field each day. Our hypothesis is that as enough individuals increase their heart coherence, it leads to increased social coherence. As a critical mass of cultures and nations become more harmoniously aligned, this can eventually lead to increased global coherence and sustainable peace. Doc Childre, the founder of HeartMath, puts it this way: as more of humanity practices heart-based living, it will qualify the rite of passage into the next level of consciousness. Using our heart's intuitive guidance will become common sense, based on practical intelligence. Ça vous a parlé ou pas? Ouais. Ok. Ben, on va terminer là-dessus. Donc les recherches sur la synchronisation globale de la Terre avec l'humain a été faite et on a les résultats. Ça, on le fera pas aujourd'hui. Juste un petit... et on terminera, on conclura là-dessus. Tu peux y aller si tu veux, Jérém. Je vous raconte une petite histoire rapide qui existe dans la plupart des traditions. Imaginez, c'est le patron des sages de la planète, le boss, qui appelle tous les sages qu'il a sur la planète et il dit: bon les gars, on se fait un zoom parce que là il y a un truc qui va pas. On a donné la puissance de Dieu, le don de Dieu aux êtres humains et ils en ont mésusé, ils ont fait n'importe quoi avec. Il faut qu'on trouve une solution. Donc brainstorming et tout. Et là il y en a un qui dit: mais moi j'ai une idée. Et si on cachait le pouvoir de Dieu, on creuse la terre et on l'enfouit le plus profondément dans la terre. Et là le chef des sages il dit: mais les gars, l'humain il va creuser la terre. Et il va finir par redécouvrir le pouvoir de Dieu. Et il va en mésuser encore. Trouvez-moi autre chose. Et là, il y en a un qui lève la main et qui dit: mais moi j'ai une idée, on va le mettre au plus profond des océans. L'homme sondera les océans. Et il finira par retrouver le don de Dieu. Et là, il y en a un qui a une illumination et qui dit: on cachera le don de Dieu dans le cœur de l'homme, c'est le seul endroit où il oubliera d'aller chercher. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. On va peut-être faire des questions-réponses si le cœur vous en dit. Je voulais juste rajouter une petite chose. Je vous offre, j'ai mis en place ce que j'appelle la méditation du cœur. C'est une méditation basée sur ces recherches scientifiques et qui permet de générer par nous-mêmes ce flot d'énergie. Voilà. Donc celles et ceux qui en ont envie, vous venez me voir, donnez votre adresse email, je vous envoie la médite. Voilà. Les références aussi, ça peut être intéressant. Salut Jérémy, à plus. Voilà, merci infiniment, cordialement, c'est ma signature, souvent je dis ça, cordialement. Voilà, est-ce qu'il y a des questions?
Oui, pas? une Oui. petite question Oui. ici. On dit apparemment en médecine que le thymus, Oui. donc qui est chakra 4, chakra du cœur, serait plus important quand tu es enfant et qu'après il serait en stade, soit pas embryonnaire, mais comme quelque chose de végétatif à Ouais. l'âge adulte. Et que du Exactement. coup, il servirait plus à rien. Exactement. Et ça, c'est intéressant parce que dans ces recherches, évidemment, il y a des scientifiques de renom qui ont répondu à cette question. Un organe ou une glande que vous n'utilisez pas, que va faire le corps? Eh ben, il ne va plus l'utiliser. Donc, il va commencer à décliner. Sauf que, avec les recherches de Tacoma en 2016, ils ont montré que le thymus reprenait une suractivation. Donc, il y a plein de techniques, hein, un EMDR et autres, mais on peut, par l'utilisation des émotions humaines, ressenties, vécues, comme si on y était. Et si à un moment donné, je veux me relier à la joie et que il y a plein de gens que j'ai accompagnés comme ça, ils me disent « Oh Steph, tu me parles de la joie, ok, bah, je sais ce que c'est, mais par contre, je ne l'ai pas ressenti. » Ok. Tu t'es entraîné beaucoup à la joie ces dernières années? Ah ben non. Par contre, tu t'es entraîné à la jalousie, à la culpabilité? Ah ouais, ça je connais bien. Et là, je peux le générer tranquille. Nous sommes ce que nous nous entraînons à devenir. Donc on peut s'entraîner à libérer la biochimie, parce que c'est qu'une histoire de biochimie, on ne va quand même pas se laisser piéger par de la biochimie. On peut libérer la biochimie qui va venir réparer, régénérer, nous faire vivre, parce qu'on l'a décidé, parce qu'on s'est autorégulé, à vivre cette énergie-là par nous-mêmes, sans attendre que ça vienne de notre meilleur ami, d'aller voir un film au cinéma, ou de l'extérieur, de donner notre pouvoir encore à l'extérieur. Je vais donner mon pouvoir à un homme politique, je vais donner mon pouvoir à un médecin, je vais donner mon pouvoir. On peut reprendre ce pouvoir-là. Et ça commence pour moi comme ça. En utilisant les émotions comme un outil et de pouvoir autoréguler notre biochimie interne pour permettre cette activation. Et on change l'information dans le champ de résonance. J'ai répondu à ta question? Oui, tu as répondu à sa question. Okay. Donc oui, il se remet en route. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ou... Ouais. Je trouvais ça intéressant le lien qui a été fait entre l'eau en fait et le cœur et comment c'est acheminé et comment les pouvoirs aussi, par exemple on voit avec les travaux des motos, de la prière sur l'eau et comment ça transforme, parce que je pensais à la cellule et c'est vrai que on retrouve vraiment dans cette histoire de cellules la vibration qui peut être apportée par le cœur à chacune de nos cellules. Et du coup, ce travail sur l'eau, moi, ça me questionne sur comment on peut faire. Enfin, moi, j'ai cette question-là dans ma vie. Parce que même si voilà, les prières de gratitude pour l'eau, enfin, plein de choses qu'on peut mettre en place pour faire que l'eau qu'on absorbe nous nourrit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait en plus, de plus fort et de plus voilà. Merci pour ta question. De rien. Ça m'a mis des frissons dans le dos. Je veux dire, j'ai 2-3 infos. J'ai 2-3 infos. Voilà, j'ai capté. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure que on se questionnait sur le fait que le cœur soit une pompe. On a tous appris que le cœur pompait le sang. On est d'accord? Ouais. On a donc le trajet, grosso modo, du cœur, c'est les artères, les capillaires, les veines, ok? Et il y a environ 96 000 kilomètres si on met tous les capillaires, veines et artères bout à bout. Donc plus de 2 fois le tour de la Terre, ok? Et là, on a un cœur qui bat et qui envoie un liquide visqueux et collant à travers les artères assez rapidement. Et ensuite, il se divise comme des petites rivières et il arrive dans une mare. Les capillaires. Il s'arrête, c'est-à-dire que sa vitesse décroît et il s'arrête à ce moment-là. Pourquoi? Pour l'échange. CO2, oxygène, nutriments, etc. Ça se fait pas en un clin d'œil. Ça a besoin de s'échanger. Et puis là, bizarrement, donc c'est comme si, t'imagines, tu es dans un bus, t'arrives, tu veux aller de Tours à Paris, puis tu t'arrêtes à Orléans, tout le monde descend, il n'y a plus de moteur. Il faut que tu ailles à Paris, mais tu vas quand même à Paris, comment tu fais? Donc des scientifiques se sont penchés sur la question, il faudrait que le cœur soit 10 000 fois plus puissant pour que ça se fasse ça, qu'il puisse faire 2,5 fois ou 3 fois le tour de la Terre, de sang.
Donc, si tu dois mettre une pompe quelque part, c'est quand ça arrive dans les capillaires, puisque ça repart des capillaires assez rapidement jusqu'à la veine, et puis boum, les artères, les veines, et qui rentrent dans le cœur. Bon. Eh bien, ils se sont aperçus, notamment Gérald Pollack, donc des gens qui ont fait des grandes études sur l'eau notamment, c'est grâce à la 4e forme de l'eau, qu'on appelle l'eau quantique, qui, par effet de polarité, permet à ce sang de circuler. Donc le cœur a une autre fonction. On ne va pas rentrer là sur le détail ce soir, mais qui est infiniment plus puissante, à mon sens. Donc je vous invite à regarder les travaux de Gérard Pollack. Il y a un bouquin qui s'appelle Cœur humain, cœur cosmique, mais c'est un scientifique. Hein. Il y a des anesthésistes, il y a plein de gens qui ont contribué à cet ouvrage. Et pour revenir donc sur la structuration de l'eau, puisque, comme disait Linus Pauling, hein, qui est quand même double prix Nobel de médecine et prix Nobel de la paix, qui dit que la forme de l'eau, la géométrie de l'eau, est nettement plus puissante que sa composition. Ça veut dire que quand tu vois ces magnifiques cristaux, tout le monde a vu un peu les travaux de Masaru Emoto, hein, donc il a dû cristalliser l'eau. À chaque fois qu'il y a une information de haute fréquence, c'est piégé par la structure de l'eau, et parce que l'information est élevée, puisque l'eau capte de l'information, retient de l'information et la transmet, ce qu'on appelle la mémoire de l'eau, et bien tu vas avoir des figures géométriques aussi belles que ça. Par contre, quand tu es confronté à une période de stress, de la violence, quelle qu'elle soit, une souffrance, un trauma, etc., une musique un peu trop agressive, eh bien on n'a plus cette structuration. Et on sait que c'est un des marqueurs de santé aussi, la structuration de l'eau. Et la dernière info, c'est que l'eau absorbe aussi l'information des champs électromagnétiques pour en faire la forme. Pour en faire la forme de la chaise, la forme de notre corps. C'est grâce à l'eau qui capte cette information sur le plan énergétique et la crée sur le plan de la matière. On le voit, on est tous nés dans 99% d'eau structurée, qu'on appelait le placenta, liquide amniotique. Donc ça se passe dans l'eau. Voilà. Donc oui, on peut influencer. Et les études qui ont été menées sur le lac Biwa, par exemple, au Japon, montrent que par la conscience humaine, par l'émotion humaine, parce qu'il ne suffit pas de penser ouais, joie, mais que tu n'es pas en joie dedans, ça ne va pas marcher. Par contre, tu peux modifier le pH. Ça, c'est prouvé, c'est documenté scientifiquement. Donc, peut-être que tu ne peux pas agir sur la structure micromoléculaire comme peut faire l'eau Kangen, par exemple, qui, elle, quand elle peut transformer l'eau de ton robinet en une eau déstructurée en eau structurée. Mais on a aussi cette capacité, en tant qu'être humain, de mettre de l'information dans cette eau. Et on est composé entre 70 et 80% d'eau, et qu'au niveau moléculaire, c'est 99% d'eau. Donc on a tout intérêt à faire en sorte que notre eau reste structurée. Et l'émotion humaine est un atout pour ça. Mais on peut l'utiliser. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? En aparté, si tu veux, mais ouais, avec joie, si je peux y répondre, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ? Ou pas ? Pas ? Eh ben, voilà. Tiens, je te passe la glace. C'est ce que j'allais vous demander. Ça mérite une deuxième salve. Ouais, merci. Merci Stéphane de nous avoir permis de mettre de la conscience sur les portes de notre royaume à ouvrir. Toujours plus grand. Non, franchement, merci, c'était passionnant Stéphane. Très étayé et c'est vraiment important de faire ce pont justement entre science et conscience parce que l'être humain a encore besoin de passer beaucoup par le mental et de chercher à comprendre. Ouais. Merci infiniment. Bon, on se retrouve pour voilà ce qu'on nomme le verre de l'amitié. Là, on va pouvoir éprouver la résonance du cœur. RE. Et la prochaine conférence a lieu en janvier, après la magie de cette fin d'année que je souhaite magnifique pour tous. Merci beaucoup. Merci Stéphane, surtout d'avoir remis du cœur dans la science. Et je crois que ça a beaucoup, beaucoup manqué dernièrement et depuis très longtemps dans la science. Donc merci.